Bien, pareil, le temps que l'on désinfecte les micros, on a une nouvelle petite séquence vidéo. Allez hop. Alors bonjour à nouveau à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième séquence. On va parler là d'agilité, d'innovation, de technologie. Laurence, encore une fois, chez toi, est-ce que ça a été une possibilité d'explorer de nouvelles pistes ? Complètement. Le confinement, ça a été un moment incroyable pour moi. Tu sais, j'ai monté une start-up en entrepreneuriat à l'Office de tourisme. Écoute, Martine, ma DRH, elle a été incroyable, hyper bienveillante, ultra soutenante. Et du coup, elle m'a dit, OK Laurence, tu sais, je sens que tu as besoin de challenger ton projet, que tu as besoin d'upgrader ton ROI. Tu vois, je crois vraiment que le confinement, ça va être ton moment. Alors du coup, moi j'ai fait OK, super, j'ai fait Alt Échappe et du coup j'ai vraiment pris du temps pour moi, pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir aussi à mes idées de podcast. Bon, maintenant en fait, comme tout le monde a fait des podcasts pendant le confinement, bon, c'est un peu saut mars-avril quoi. Et du coup, ça donne quoi ta start-up ? C'est quoi son positionnement ? Alors ma start-up, en fait, tu sais, je te disais, la ferme, je me suis ressourcée, les podcasts, tout ça. Donc, du coup, j'ai tenu un bullet journal. Et puis, là, maintenant, j'attends la deuxième vague pour m'y mettre. Ok, alors on va parler maintenant avec Jean-Luc. Oui. Alors Jean-Luc, tu es tellement là que tu apparais en double avec un petit effet. Ah oui, c'est parce que j'ai remis le wire. Je vais faire quelque chose là. Je pense que ça va aller mieux. Oui, je me débrouille. Alors, je suis. Excusez-moi, parce que je croyais que vous n'aviez plus la connexion sur mon PC. Merci Jean-Luc, ça va beaucoup mieux. Donc toi, niveau innovation, start-up, technologie, alors je vois que tu t'es équipé, plusieurs PC, un nouveau téléphone. Est-ce qu'il y a quand même eu des réflexions avec ta destination, tes prestataires pour avancer sur ces sujets ? Ah oui. Alors à l'Office du tourisme du Grand Canibounier à Neuvers-Vence, on a cartonné pendant le confinement. On a organisé des séances de créativité avec les prestataires, tout par Zoom, tous les prestats du territoire. Et l'idée, c'était de préparer une saison qui se tienne, malgré l'ambiance qui était totalement plombée pendant le mois d'avril-mai. Tu vois. Et c'est génial. Les prestats, ils sont géniaux quand tu les accompagnes, tu vois, que tu les mets en mouvement. De suite, ils suivent. Ça, c'est top. Alors, on avait monté un dispositif vraiment de malade, avec d'un côté Zoom, de l'autre côté, on a pris un abonnement pro sur Mural qui permettait de faire des séances de créativité. Tout le monde pouvait mettre ses post-it. Et puis à côté, on avait un Google Slide partagé sur Google où on pouvait renoter les idées et la synthèse. En fait. Donc ça, c'était top. Le seul petit problème, c'est qu'il fallait avoir genre 4 écrans, tu vois, en même temps pour pouvoir suivre les séances. Et que les prestataires, tu les connais, en général, ils ont un smartphone et encore... C'est déjà beaucoup. Mais en fait, au final, on a une production de malade. Tu vois, on a des actions à mettre en place au moins pour les 5 prochaines saisons. Le seul problème, c'est que le 2 juin, on a pris la marée et puis on n'a rien eu le temps de mettre en place. Mais enfin, on garde tout ça pour les années qui suivent. Et peut-être, Jean-Luc, un jour te feras-tu accompagner par Jean-Didier Pipo. Jean-Didier Pipo, vous devez avoir une vision acérée sur la technologie, les innovations et les tendances qui arrivent demain dans notre monde du tourisme et notamment des destinations. Oui, écoutez, on parlait d'intrapreneuriat justement, et nous chez Inspirational Tourism and Partners, je le rappelle modestement, un groupe international de 856 salariés dans nos différentes succursales de par le monde, on a toujours particulièrement et très tôt favorisé l'intrapreneuriat. Et donc, durant le confinement, très naturellement, on a encouragé les vocations de nos salariés en leur permettant gracieusement de prendre un congé sans solde pour développer leur propre projet de start-up. Et ce beau geste de notre part a permis l'émergence de très beaux concepts. Et d'ailleurs, c'est bien simple. J'ai supprimé le département recherche et développement. Aujourd'hui, quand un de nos intrapreneurs développe un concept innovant, il peut être sûr de notre soutien puisqu'on rachète systématiquement les start-up prometteuses. Alors, malgré tout, Jean-Didier, et c'est l'occasion de vous donner un droit de réponse, de nombreuses rumeurs rapportent le fait que vous licenciez systématiquement les gens qui ont justement fondé des startups une fois que vous les rachetez.
Ce n'est là que billevesé de vil jaloux de notre succès. Hein. Je n'y vois que des relations win-win et personne ne s'est plaint, mis à part 2 anciens collaborateurs, entre-temps malheureusement décédés. Bien. Merci. Merci Denis. Alors on accueille encore cette année une belle cohorte de startups qui sont présentes notamment dans le Salon Ambassadeur, un programme spécifique, un Startup Contest encore une fois. Pendant cette période un peu délicate, on s'est parfois senti pas super bien accompagné. Emmanuel Bobin, vous avez même déclaré dans une interview à Tourmag le 11 mai, c'est la fin de la Startup Nation. Ouais. Ouh là là. Sacré Romain. Je ne sais pas s'il est parmi nous, Romain, mais ouais. Donc il a retenu ça comme punchline. Il y avait un article qui était un peu plus long quand même. Et je disais un peu d'autres choses. Mais forcément, je sors le truc du contexte, quoi. C'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Non, mais donc pour ramener ça, je crois donc c'était début mai. Bah, c'était la veille du déconfinement. C'était le 11 mai que l'article est sorti. On venait de vivre 2 mois enfermés chez soi. Donc 2 mois face à la télé ou à la radio. Donc en fait, mon propos était de dire que dans les médias, souvenez-vous, hein, on a parlé d'Air France, on a parlé de la SNCF, on a parlé des grands groupes. Et puis, voilà, sur les radars, il n'y avait plus rien qui parlait des startups. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on attendait, parce que dans notre accompagnement de startups, il y a eu 2 choses cruciales. C'était de dire, il y a quoi comme cash ? Quel travail on fait, en tout cas, avec chacune des startups pour au moins avoir une visibilité de trésor sur les 8-10 mois à venir. Et puis, il y avait cette histoire aussi, donc évidemment, il y a des pans entiers qui se sont arrêtés. On pourra en parler tout à l'heure sur le côté qui est moins notre univers ici, hein, mais de la partie travel. Donc, pour nous, c'était de regarder un petit peu quels étaient les signaux faibles. Donc, et c'est vrai que dans la presse, dans les médias, on parlait peu, en tout cas, de cet univers de start-up. Et puis, le deuxième élément, c'était qu'on attendait justement pour voir comment, pour les startups, on pouvait de redonner la trésor, c'est les dispositifs d'aide qui sortaient. Et les premiers dispositifs BPI étaient très orientés grands groupes, grosses boîtes. Donc avec du coup des conditions d'avoir 3 bilans de sortie, d'avoir un certain niveau de fonds propres, etc. Donc c'est à ce moment-là, BPI n'avait pas encore sorti les choses qui s'adaptaient un peu mieux aux startups. Donc voilà, c'était dire que c'était compliqué, quoi. Pas beaucoup d'aide. Laurent Pierre, toi, tu travailles chez Unitech notamment à l'auberge numérique qui accompagne de nombreuses startups. Est-ce que vous avez constaté des difficultés plus prégnantes et qui se poursuivent pour trouver des clients, des cobayes entre guillemets, pour effectuer des levées de fonds? Ça s'est durci ces derniers mois? Alors, juste, je remets un peu ma casquette de co-organisateur des ET. Le fameux monde d'après, je trouve que sur scène, il y a tout aussi peu de femmes que le monde d'avant. C'est juste une parenthèse que je me fais. Alors, nous, pour avoir un aspect démago aussi, pour lancer donc on accompagne 120 startups par an. Alors, on n'est pas que dans le tourisme, on en a à peu près une dizaine dans le tourisme. Le constat qu'on a fait, évidemment, c'est que c'est compliqué, mais finalement, les échecs n'ont pas dû à ce passage-là, sont pas si importants que ça. En fait, c'est celles qui avaient déjà des problèmes, et on est largement à moins de 10% qui sont dans ce cas-là. Les autres ont tenu bon, certains ont des problèmes, mais on n'est pas sur CNews, donc on peut dire qu'on vit dans un beau pays qui accompagne plein de gens, et notamment les entreprises et les startups, puisqu'il y a eu des prêts garantis par l'État. Alors là aussi, ça leur a permis de passer la tempête, mais il faudra voir, pour répondre vraiment à la question de qu'est-ce que ça va devenir l'année prochaine, quand ils vont commencer à rembourser les prêts, puisque c'est un prêt. Donc c'est plutôt en 2021, on va voir quel va être l'impact. Sur ce qui a changé dans leur rapport, je crois que dans ta question, il y avait par rapport aux financeurs, pas tant de choses que ça, puisque ceux qui étaient sur des modèles de levée de fonds ont levé leurs fonds.
Ça continue aujourd'hui, nos boîtes continuent à lever des fonds pour se développer. Les rapports avec sur la recherche des clients. Alors effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, ça dépend quels étaient leurs secteurs. Ouais. Nous, on en a qui sont dans des deep tech, sur des marchés hyper de niche, très technologiques. Ceux-là, ça n'a pas changé leur vie. Ceux qui sont en relation avec l'aéronautique, ceux qui sont dans le tourisme et dans l'événementiel, pour eux, la vie est très compliquée. Leurs chiffres d'affaires ont baissé énormément. Certains se sont adaptés. Ce qu'on remarque, ce qu'on peut remarquer, c'est que, contrairement à souvent la caricature des startups, dont on a vu un extrait tout à l'heure, ces boîtes-là vivent pas de jargon incompréhensible et puis de levée de fonds faramineuses pour des produits qui n'existent pas. Elles vivent parce qu'elles font du chiffre d'affaires, qu'elles trouvent des clients. C'est ça qui les font vraiment vivre. Nous, on a 500 boîtes qui ont été créées chez nous. Il y en a les 3/4 depuis 30 ans. Les 3/4 sont toujours en vie. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui trouvent des marchés, vendent et se développent. Donc, ce qui a réellement changé, c'est que tout ce qui est expérimentation, aujourd'hui, ils vont faire beaucoup plus attention et expérimenter pour réexpérimenter, pour espérer avoir un marché, ça, ils vont arrêter. Et ils vont chercher avant tout un client et non pas un site d'expérimentation. Donc c'est en relation un peu avec ce qui a été lancé hier par la région Nouvelle-Aquitaine sur un tourisme lab qui est, on fait une expérimentation et après dans tout le réseau sur un territoire et après dans tout le réseau départemental, régional, on va communiquer c'est quoi les résultats pour pas qu'ils prennent leur bâton de pèlerin de commercial et puis aller réexpliquer à chacun et relancer une expérimentation avant de vendre dans 24 mois. Philippe, donc tu es responsable du tourisme et du numérique à la Banque des Territoires. Vous accompagnez et vous soutenez et vous investissez dans de nombreuses startups. Vous êtes aussi en relation avec les grands groupes. On sait que les grands groupes avaient pour habitude aussi d'investir beaucoup dans les startups et d'externaliser finalement leurs services R&D parfois. Est-ce que tu sens une différence aussi de relation en ce moment? Est-ce que tu as un écho de la part de ces grands groupes? Est-ce qu'ils continuent de soutenir cette innovation qui est basée chez les startups? Écoute, c'est une question complexe parce qu'il n'y a pas une réponse normative qui englobe tout le monde. Mais globalement, je pense qu'il y a un petit peu... Je ferai la distinction entre monde public et monde privé. Je pense que dans le monde privé aujourd'hui, aussi bien des investisseurs que des grands groupes, il y a des vraies hésitations, des vrais questionnements qui sont là, notamment sur l'horizon du monde d'après. Laurent Pierre en parlait de façon humoristique, mais le monde d'après, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que les investisseurs ont horreur de l'incertitude, ont horreur du risque, ont horreur de ne pas savoir modéliser ce qui va se passer. Donc là, soyons clairs, on est vraiment dans un contexte où c'est très compliqué. Ouais. Tu parlais de l'événementiel il y a quelques temps. Aujourd'hui, malheureusement, les entreprises de l'événementiel sont dans des situations catastrophiques et on ne connaît pas l'horizon de sortie. Ce matin, j'ai allumé la radio, j'ai entendu que le salon de l'agriculture était annulé. Mais bon, c'est pas l'économie touristique pure, c'est avant tout l'économie agricole. Mais enfin, c'est un événement. Ah, on t'entend pas suffisamment. Ah, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc il y a des événements comme ça qui sont extrêmement marquants et qui démontrent qu'on n'est pas dans ce monde après. Donc le monde privé est hésitant, je pense qu'on peut le dire. Ça ne veut pas dire qu'il a complètement arrêté d'envisager l'économie touristique comme cible d'investissement, mais on voit clairement de l'hésitation. Côté public, comme je le disais, Emmanuel en a dit un mot tout à l'heure, il y a eu une mobilisation en revanche sans précédent de l'argent public pour le secteur touristique. Alors malgré, sur un panel précédent, on a évoqué on va dire un petit peu l'hésitation du monde politique vis-à-vis du tourisme et le fait que l'économie touristique ne soit pas forcément très bien représentée ou en tout cas portée ou considérée. Donc bon, évidemment, c'est partiellement vrai. En revanche, au niveau du groupe Caisse des dépôts, il y a eu une mobilisation aussi dans toutes ses composantes, Banque postale, Banque publique d'investissement et Banque des territoires. Et il y a eu une mobilisation sans pareil, puisque les deux plans de relance sur lesquels on nous a demandé de travailler en priorité étaient tourisme et santé. Et santé,
On comprend évidemment pourquoi. Et tourisme, ça a été le tout premier secteur. Et c'est comme ça qu'on a mobilisé des enveloppes quand même considérables. Il y a 1 milliard d'euros à la BPI sur le prêt tourisme. Il y a plusieurs enveloppes de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont disséminées dans plusieurs fonds. Enfin, je ne vais pas donner le détail ici, ça va ennuyer tout le monde. Mais enfin, il y a quand même, il y a une mobilisation d'argent. Ça, c'est certain. Et moi, du coup, je dirais plus la même chose dans l'article. Voilà. Ah bon? Voilà, ça a changé entre-temps. Ouais, clairement, il y a eu un appel qui a été fait et qui a été clairement entendu, le temps de mettre en place aussi certaines dispositions, j'imagine. Du coup, pour vous trois, aujourd'hui, lancer une start-up, ça reste encore d'actualité. Être agile, innover et apporter des services et des idées, des projets peut-être de façon plus rapide que dans d'autres structures un peu plus administratives, ça reste encore d'actualité? Oui, tout à fait. Enfin, on l'a vu sur les 2 tables rondes précédentes, on voit qu'il y a des sujets qui se posent, là, évidemment dans le monde des destinations, donc il y a des innovations à apporter sur le marché. Après, il y a des choix à faire. Philippe parlait de l'événementiel. Moi, je citais tout à l'heure le monde du travel. On est à moins 85 ou moins 90% dans le monde du tour operating des agences. Donc là, l'aérien, donc effectivement, une start-up qui s'adresse à ce secteur-là, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc il y a des choix stratégiques. Nous, donc dans les moments, on a accueilli notre nouvelle promotion le 11 mars. Le 16 mars, on était confinés. Donc il y a des business models qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Qui pivotent du coup? Et ben voilà. Donc on a fait pivoter. Donc je crois que, je sais pas, Géraldine doit être quelque part, mais on a allé 40-50% des startups qu'on a accompagnées qui ont fait des pivots stratégiques. Donc on leur a dit, on doit réfléchir, soit on change de cible, soit on change de métier. On peut pas faire les deux en même temps, ça va être un peu compliqué. Et donc après, voilà, on a profité du confinement en avril-mai, on n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Et effectivement, certains ont pivoté. Le constat qu'on fait nous cet été, chacun a retrouvé l'attraction commerciale. Donc voilà. Mais il y a eu des vrais pivots, quoi, ça c'est clair. Chez toi, Laurent-Pierre, même constat, des pivots en masse dans ceux qui sont sur des secteurs les plus touchés? Alors oui, mais bon, c'est pareil, c'est dans l'ADN des startups de pivoter. Quasiment tous ceux qui passent chez nous, à un moment, ils vont pivoter pendant l'accompagnement. Bon, il y a des tas d'exemples. On avait, je crois, sur cette scène, il y a 2 ou 3 ans, Loisirs en Cher, qui, s'il avait écouté l'Occitanie, aurait dû s'appeler Tourisme en Cher à l'époque, puisqu'ils vendaient que du tourisme aux enchères. Et au moment du confinement, un petit peu avant, ils avaient bien anticipé, ils ont vendu également du loisir, c'est-à-dire du jardinage et du bricolage. Ils ont fait moins de 80% de chiffres sur le tourisme, et ils ont explosé sur le loisir. On a des boîtes, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le sport par rapport au tourisme, parce que souvent on se dit, tiens, il y a des trucs qui peuvent assez bien matcher. On a une boîte qui s'appelle Yoga & Me qui fait du logiciel pour la gestion de salles de yoga. Bon, les salles de yoga confinées, elle a ouvert son produit, je donne cet exemple, mais on en a également dans le secteur de la santé, qui ont mis à disposition leur logiciel gratuitement, leur service. Dans le domaine de la santé, si je prends celui-là, il a touché marché mondial 85% de son marché au niveau mondial en 1 mois de confinement. C'est-à-dire tout le monde a téléchargé et s'est installé. Alors c'était gratuit pour eux, ça explique, mais maintenant il va falloir qu'il arrive à convertir ça en abonnement. À donner de la valeur pour le vendre. Mais pour lui, comme il dit, si j'avais pas eu cette opportunité-là, j'aurais mis des mois, voire des années à toucher mes 85%. Donc voilà, c'est dans leur ADN. Et puis de toute façon, on sait qu'en période de crise, la créativité, elle est boostée. Nous, les chiffres, c'est on a 150 dépôts de dossiers par an. Pendant le confinement, on en a eu 0. Pendant l'été, on en a eu 0. Et en septembre et début octobre, on a quasiment récupéré le retard. Donc ça veut dire que ceux qui avaient des idées en tête, ça les a aussi, leur a donné le temps de préparer leur projet. Et là, à la fin de l'année, on sera sur cette ligne de 150. Donc ça ouvre aussi des opportunités. Et puis, juste, pardon, j'aime bien citer, c'est Antoine Chautard qui citait ça il y a quelques années, le film avec Brad Pitt, Le Stratège, où à un moment dans le monde du baseball, où il dit « Adapt or die », vous vous adaptez ou vous mourrez, et je crois que c'est ce qu'on est tous en train de faire.
à cette manif où vous êtes en distancié avec un masque, dans vos boulots où on s'adapte, où on sait que sinon ça va être un peu compliqué. Philippe, pour conclure, toi aussi, même constat, des entreprises qui s'adaptent peut-être plus facilement que dans d'autres secteurs? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ont répondu par du développement et de la mise en marché rapide de solutions avec le numérique, pour ce que je regarde. Tu vois, tout ce qui est de l'ordre de la gestion des jauges, les réservations, l'application des normes sanitaires pour justement les jauges événementielles, les spectacles, etc. Il y a énormément d'innovations et de sociétés qui ont su pivoter. Voilà. Après, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, le marché est quand même dur. On a aussi des sociétés qui ont du mal parce que leurs clients ont aussi du mal. Donc tout ce monde est assez incertain. Il va y avoir de la casse dans les startups comme dans les entreprises classiques. Il va y avoir de la casse. Quelqu'un le disait, il y a des prêts, les PGE notamment, qui ont permis à pas mal d'entreprises de on va dire combler un petit peu les besoins de trésorerie des échéances à très court terme, mais un prêt, ça doit se rembourser. Donc voilà, il y a toujours un mur de la dette qui arrive, il faut composer avec ça, et c'est évident que si les marchés sous-jacents ne repartent pas, on sera tous en difficulté, mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'adaptation, l'innovation, savoir répondre aux nouveaux besoins de façon agile et rapide, c'est une évidence, c'est un des ingrédients principaux qui fera que qu'on puisse s'en sortir. Merci à vous trois, et c'est bien pour ça qu'on accueille chaque année, et cette année encore davantage qu'avant, une bonne colonie de startups qui sont présents en salon ambassadeur en grande partie, et 5 d'entre elles qui pitcheront donc demain matin pour le Startup Contest qui est renouvelé. Merci à tous les trois. Merci.